You see, Weasley, unlike some, my father can afford the best. You filthy half-blood! Surely you didn't think I was going to keep my filthy muggle father's name? No one asked your opinion, you filthy little mudblood. Harry Potter. Si vous ne connaissez pas Harry Potter, eh bien, permettez-moi de vous le dire, vous vivez dans une grotte. On parle quand même de la saga littéraire la plus lucrative de tous les temps, ainsi que l'une des sagas cinématographiques les plus importantes de tous les temps. Tellement inscrite dans la pop culture actuelle qu'elle a façonné des générations entières, à tel point qu'encore actuellement, un nombre incroyable d'enfants se passionnent de cet univers. Surtout avec l'annonce de la nouvelle série HBO, dont je ne développerai pas mon avis tellement il y a à dire. Bref, vous connaissez dans votre entourage au moins une personne qui est fan d'Harry Potter ou Potterhead, comme moi. Il y a comme une sensation bizarre de le dire à voix haute. Et réflexe de tout Potterhead quand il en croise un, c'est de commencer par cette même question. Eh mais t'es de quelle maison? Allez, petit test, essayez de deviner de quelle maison je suis. Indice, pas pour souffle. Bon, en réalité, on est sur un très prononcé choix pour flou Serpentard serre d'aigle, mais on va pas chipoter. Mais j'entends déjà d'ici les remarques et les indignations. Comment? Serpentard? Ce serait donc une ordure de manipulateur narcissique, suprémaciste et dominateur. Alors, de 1, sérieusement? Et de 2, en quoi ça serait une mauvaise chose? Bon, satire mise à part, cette catégorisation si réductrice de l'appartenance à une maison est si ridicule qu'elle en devient même dangereuse. Combien de fois, nous, les Serpentards, avons eu la mauvaise image, le mauvais rôle, de sentir constamment ce petit dédain, ce rejet d'entendre dire « Ah, mais tu es dans la mauvaise maison », comme s'il devait exister un consensus d'acceptabilité des trois autres, pensant que s'il n'y avait qu'eux, le monde tournerait bien mieux. Voulez-vous conduire Miss Parkinson hors de cette salle? Et où est-ce que je dois les emmener, madame? Le cachot serait parfait. Eh bien, devinez quoi? C'est très peu probable, voire carrément l'inverse d'ailleurs. Voici une vérité qu'il faudra de suite accepter. Le monde a besoin des Serpentards. Je vais donc tenter de vous expliquer pourquoi, à mon sens, on en a besoin de ces connards de Serpentards. Avant de continuer, je vous invite à liker, vous abonner et n'hésitez pas à cocher la cloche pour être au courant des notifications et de la sortie des nouvelles vidéos. Malheureusement, la réputation de Serpentard n'est plus à représenter. Comme je l'ai dit plus haut, c'est un peu dans l'inconscient collectif, la maison des méchants. Mais, à leur décharge, je peux les comprendre, puisque toute la construction d'Harry Potter a été faite pour antagoniser la maison du serpent. Il ne faut pas oublier que l'histoire d'Harry Potter nous est présentée du point de vue d'Harry. Nous découvrons donc le monde magique au travers des yeux d'un petit enfant de 11 ans, qui a encore toute sa période de construction personnelle à se forger. Sans oublier le contexte dans lequel il arrive à Poudlard, un contexte géopolitique assez tendu avec une empreinte encore très visible des affres de Voldemort. Ou, de façon plus impactante, le fameux « celui dont on ne doit pas prononcer le nom ». Donc, on a un Harry qui apprend l'existence d'un personnage dont on ne dit que des méchancetés, à juste titre d'ailleurs, qui dans son esprit représente le mal incarné. Et sur son trajet vers Poudlard, que ce soit Hagrid dans les livres ou Ron dans les films, on injecte déjà à Harry que Serpentard, pourtant l'une des 4 maisons légitimes de Poudlard, est tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. À tel point que Harry, lors de la cérémonie du Choixpeau, prie de toute son âme pour ne pas y aller. Bref, toute la saga est basée sur l'antagonisation de Serpentard. Ajoutez à cela la clique de Malfoy qui, au début, n'ont eu d'autre rôle que de mettre des bâtons dans les roues du Golden Trio, ainsi que d'autres membres de Gryffondor, et vous avez la recette complète de comment supplanter mentalement une image dans la tête des gens. De plus, il existe un autre problème plus pernicieux. C'est que dans la construction même des maisons, J.K. Rowling a choisi pour la maison Serpentard des traits inhérents aux antagonistes de fiction. La ruse, l'ambition, la détermination d'accomplir de grands projets, la quête d'un idéal, toutes ces valeurs sont, malheureusement, attribuées aux antagonistes, même si on peut facilement trouver des protagonistes partageant ces valeurs. Donc, au final, même en sortant la tête de la sphère Harry Potter, lorsque l'on se plonge dans une autre œuvre de fiction, avec un antagoniste fort, le lien se fait automatiquement.
alors que la maison Serpentard a tellement plus à offrir qu'une vulgaire maison des méchants. Avant toute chose, c'est LA maison de la grandeur. C'est la maison qui valut le plus l'ambition humaine de faire de grandes choses. Salazar Serpentard, malgré sa volonté de faire des sorciers de sang pur une préférence, a voulu faire valoir les élèves avec une forte ambition, une capacité de ruse subtile leur permettant d'accomplir des prouesses que nul autre ne pourrait réaliser. Aussi, la notion de noblesse est très importante chez les Serpentards. Il faut savoir que Poudlard a été fondé environ vers le Xe siècle, et à cette époque, dans le monde des Moldus, c'est la noblesse avec le clergé qui régit la société. Synonyme de pouvoir, de prestige et d'influence, ainsi que la notion de pureté d'ascendance, ou l'héritage, Salazar a voulu transposer cet attrait du noble à l'élaboration de sa maison. Bien que pour lui, cette pureté du sang était impérative pour éviter une dévalorisation de la magie, elle a tout doucement évolué vers non plus une pureté à préserver, mais plutôt comme une forte conservation et reconnaissance des aptitudes magiques remarquables. Ainsi, la notion d'élite, de distinction par rapport aux autres, est très présente au sein de la maison du serpent. On peut être tout à fait amical envers les autres, mais il ne faut pas oublier qui nous sommes. Et, quitte à parler du serpent, autant parler de son interprétation. Car si Salazar a évidemment choisi le serpent comme animal fétiche pour représenter sa maison, en raison de ses aptitudes de fourche-langue, on trouve aussi d'autres interprétations de l'animal dans diverses croyances. Par exemple, en Chine, les personnes nées sous le signe zodiacal chinois du serpent sont vues comme intuitives, intelligentes, perspicaces, mais aussi mystérieuses, ce qui représente excellemment bien la maison de Serpentard. Aussi, son attachement à l'élément de l'eau en fait une créature qui, dans l'imaginaire, aime se morfondre dans l'obscurité pour cacher ses intentions. Caractère très bien représenté par la localisation de la salle commune des Serpentards, présente dans les sous-sols de Poudlard, sous le lac. Et bon Dieu qu'elle est splendide cette salle commune. Oui, les Serpentards ont du goût pour ce qui est de glorifier et styliser leur représentation. D'ailleurs, petite anecdote, dans les livres, l'uniforme traditionnel des élèves de Poudlard est le même pour tous. Cependant, dans les films, une certaine liberté artistique a été prise, celle de munir les élèves de la maison Serpentard de bijoux en argent supplémentaires afin d'encore plus les distinguer des autres. Aussi, le tissu a par moments un rendu légèrement différent, plus sombre, mais aussi plus brillant, voulant donner l'effet d'un matériau plus onéreux, plus qualitatif, contrairement aux autres pour rappeler ce côté prestigieux et élitiste. Ah ben on est loin de l'esthétique rebelle en crise identitaire désinvolte que certains aimeraient le faire croire. Et puis, quitte à parler d'esthétique, je suis désolé, mais quand on compare le somptueux manoir de Malfoy avec une allée bien taillée, une argenterie impeccable et surtout un style vestimentaire si raffiné et détaillé, à ces gueux de Weasley, vous inquiétez pas, je rigole. Et puis, encore une fois, Molly, Narcissa. Donc, au final, est-ce que le fait d'être un élitiste magique ne voulant pas se mélanger à la plèbe ne vaudrait-il pas la chandelle? Je ne dis pas que je suis d'accord. Je dis qu'il y a des questions qui méritent d'être posées. Bref, je pourrais encore épiloguer longtemps sur ma maison, mais vous avez saisi l'idée. S'il est vrai qu'il existe une différenciation entre la maison Serpentard et les autres, ce n'est pas pour autant qu'elle est à antagoniser. Ses qualités intrinsèques sont bien plus bénéfiques à la société qu'on pourrait le faire croire. Et elles devraient être à valoriser, au lieu de devoir se concentrer sur uniquement ce que la maison a apporté dans son histoire. Parce que sinon, on peut faire la même chose pour les trois autres, hein. Alors, chers collègues Potterhead, je vous préviens, vous n'allez sans doute pas aimer ce qui va suivre. Donc, si jamais vous voulez exprimer votre mécontentement, vous savez très clairement où est-ce qu'il faut le faire. Toujours dans la courtoisie et en étant civilisé si possible. Merci beaucoup. Bon, est-ce que je dois vraiment vous insulter en vous faisant un énième récapitulatif des maisons d'Hogwarts? Bon, en bref. Gryffondor, dont les valeurs sont le courage, la force, la bravoure, qui valorise la prouesse face à l'adversité. Poufsouffle, dont les valeurs sont la loyauté, la justice et le travail acharné, qui se focalise plus sur le fait d'être bien. C'était gratuit, désolé. Serre d'Aigle, dont les valeurs sont la créativité, l'intelligence et la curiosité, qui tend à promouvoir l'évasion de l'esprit et la recherche constante de connaissances. Évidemment, c'est une description très superficielle. Les maisons s'axent plus sur une espèce d'ensemble de valeurs communes que sur un profil type.
Et puis, ça ne veut absolument pas dire que d'autres personnes ne faisant pas partie de votre maison ne possèdent pas ce trait de caractère. Par exemple, peut-on dire que Neville Longbottom est plus courageux que peut l'être un Cédric Diggory par exemple? Ou dans un autre registre, peut-on dire que Gilderoy Lockhart est plus sage et érudit qu'un Horace Slughorn? D'autant plus qu'il existe des accointances entre les différentes maisons. Les Serpentards partagent par exemple des traits similaires avec les Serres d'Aigle, comme l'intelligence, l'ingéniosité et la réflexion par exemple. Et de même, les Gryffondors partagent aussi avec les Poufsouffles la volonté de faire le bien et de se battre pour une cause. Et on peut faire la même chose entre Serpentard et Poufsouffle, et si je vous jure, et entre Gryffondor et Serres d'Aigle, et entre Gryffondor et Serpentard et Serres d'Aigle et Poufsouffle. Donc, en théorie, la sociabilisation et la complémentarité ne devraient pas être un problème. Seulement, si on impute autant de mépris aux défauts de la maison Serpentard, qu'en est-il des autres? Vous pensez que votre maison est parfaite et n'a rien à se reprocher? Vous vous mettez sacrément le doigt dans l'œil, hein? Bon, commençons par ceux que j'estime le plus, les Serres d'Aigle. Serres d'Aigle est la maison qui valorise le plus les aptitudes cérébrales et spirituelles. Ses élèves auront une tendance naturelle à la curiosité de toute chose. Tout savoir sur un sujet, explorer des choses inconnues, etc. Mais ils peuvent aussi avoir une importance à relativiser les aspects du quotidien, apporter un peu de philosophie dans la vie. Aussi, un aspect que j'adore des Serres d'Aigle, c'est que certains possèdent une espèce de disparacité dans la réflexion. Je m'explique. J'appelle disparacité la capacité de pouvoir penser à autre chose que l'ordre naturel du cheminement de pensée qu'il serait commun d'avoir. Une petite explication s'impose, je pense. Prenons le cas d'Ollivander, dans Harry Potter à l'école des sorciers. Lorsqu'il explique à Harry que le possesseur de la baguette dont a servi la deuxième plume provenant du même phénix nécessaire à la conception de la baguette d'Harry, j'espère que tout le monde me suit, a réalisé de grandes choses, on aurait pu s'attendre à un discours typique moralisateur de tout ce que le Seigneur des Ténèbres a accompli, que ce n'était pas bien, etc. Mais au lieu de ça, Ollivander a tenu un parfait équilibre entre la reconnaissance terrible des actes de l'héritier de Serpentard, mais aussi toute l'exceptionnalité des accomplissements de ce dernier. Autre exemple plus spécifique, prenons cet extrait de la youtubeuse française Félix Félicis, une Serre d'Aigle assumée lors de sa vidéo sur son classement d'appréciation des maisons de Poudlard. Et un extrait plus précisément. Vous savez tous quelle maison j'ai mis en première position, c'est bien sûr Serpentard. Déjà la couleur de cette maison c'est le vert. Bon, moi j'aime pas le vert, mais c'est la couleur préférée de Katniss Everdeen dans les Hunger Games. Ensuite l'animal de cette maison c'est un serpent. Bon, moi j'ai la phobie des serpents mais on peut pas être parfait dans la vie. Le fondateur de cette maison est Salazar Serpentard. Oui, c'était un méchant. Oui, il pensait que seuls les élèves de sang pur étaient dignes d'étudier à Poudlard. Et oui, il aimait la magie noire. Mais que voulez-vous, moi je le trouve beaucoup trop chou. Déjà, il a élevé un bébé basilic, je trouve ça trop mignon. Il a construit la chambre des secrets tout seul dans son coin. Quand je pense qu'il a construit les statues de serpents dans la chambre des secrets avec ses petites mains tout seul dans son coin, je trouve ça beaucoup trop chou, je fonds. Donc, même si en globalité elle consent à dire que Salazar était méchant, le seul argument qui lui vient en tête pour un peu contrebalancer cette nuance est juste l'image de Salazar élevant un bébé basilic. Donc ajouter à la représentation mentale d'un suprémaciste magique l'image d'une paternité aimante à choyer son petit animal. Je trouve ça marrant en perspective. C'est ça que j'adore avec les Serres d'Aigle. Il y a cette qualité à ne pas vouloir s'embarrasser de quelconques boulets moraux et sentimentaux et se concentrer uniquement sur la qualification réelle des faits. Et en réalité, les Serpentards et les Serres d'Aigle ne sont pas spécialement si différents que ça. Et j'oserais même dire qu'ils pourraient faire jeu égal avec nous, s'ils n'étaient pas si inactifs et contemplatifs sur la vie. À rester dans leur tour d'ivoire, c'est limite une perte de potentiel plus qu'autre chose. Et puis, si on dit des Serpentards qu'ils sont cruels et manipulateurs, ce qui a plus tendance à être un défaut exacerbé qu'autre chose, mais bon, on pourrait dire que les Serres d'Aigle auront beaucoup plus tendance à être immoraux, partials et complètement détachés de la réalité. Enfin, ça reste quand même mieux que de devoir se contenter à rester sous terre comme les blaireaux, hein. Bon, je sais bien que la maison Poufsouffle a tendance à être moquée, de traiter d'inutile. C'est la maison qui valorise le plus les qualités de l'humain. La loyauté envers autrui, la solidarité, la patience, que personnellement j'associe un peu plus à la tempérance. Aussi, ce sont des gens avec une conception simpliste de la vie qui ne se prennent pas la tête et qui sont avant tout de bons potes. C'est le côté cool des Poufsouffles. Et ça s'arrête là. Globalement, ça reste des NPC, voire à la limite des deux terragonistes. Quand ils sont de leur bon jour.
Parce que la justice, elle est des fois à géométrie variable. On n'oublie pas, lors d'Harry Potter et la Coupe de Feu, tout le retournement de veste des Poufsouffles préférant se glisser dans le moule des moqueries envers Harry, plus qu'autre chose. Agir comme leurs potes plutôt que de réfléchir par eux-mêmes. Oui, c'est l'un des défauts des Poufsouffles. C'est que leur nature de NPC les rend très manipulables et sensibles aux endoctrinements. En clair, sous les ordres d'un être doté de mauvaises intentions, ils en deviennent une masse militaire très efficace. Mais au moins, ils aiment la bouffe, et ça, c'est cool. Donc, ils ont au moins des aspects cool. Contrairement à... Bon. Vous avez donc compris que je value plus la maison du blaireau que celle des Gryffondor. Et on aurait pu croire à l'inverse. En effet, en ma qualité de fier serpentard, il aurait été plus ou moins naturel de souligner l'inutilité de la maison du blaireau. Et l'animal ridicule tout de même. Mais non, j'ai même assez d'estime pour eux, au fait. En revanche, pour les Gryffondor, c'est une autre paire de manches. Comme dit plus haut, c'est la maison des guerriers, ceux qui n'hésiteront pas à aller se confronter au mal, ou toute forme de défi. Donc en gros, c'est la maison des Glass Cannon. Ce sont des tanks qui font sans réfléchir aux conséquences, quitte à causer parfois plus de mal que de bien à force d'aller chercher le conflit. Bon, je suis mauvaise langue. Ils sont quand même bien utiles, ces chatons. Quand il y a une sale besogne à effectuer, c'est souvent eux qui vont être les premiers à se réversir. Et pour ça, vous avez tout mon respect. Modéré. Bon, vous l'aurez compris, j'ai ma propre appréciation des maisons. À différents degrés, certes, mais dans l'absolu, chaque maison représente une expression différente des qualités intrinsèques de l'humain et ces qualités sont très intéressantes et surtout très utiles à la cohésion en société. Bien évidemment, l'intérêt des maisons de Poudlard est d'offrir une dynamique à la gestion des élèves entre eux. C'est une façon particulière de les éduquer aux responsabilités de la société, tout en leur apprenant des choses. Et même si de l'extérieur, ces divisions ont l'air d'apporter plus de friction qu'autre chose, il faut plus ou moins voir ça comme une opportunité d'offrir une place en société pour tout le monde. Premièrement, chaque maison, due à ses caractéristiques, orienteront forcément ses élèves à un type de métier en particulier. Par exemple, le côté aventureux des Gryffondor les amèneront à aller dans des métiers remplis de dynamisme comme des métiers urgentistes, pompiers volontaires, sauveteurs, policiers, etc. Aussi, le côté altruiste des Poufsouffles les amèneront plus vers de l'aide humanitaire, ou alors des emplois du service public, des métiers sociaux, etc. Les Serres d'Aigle, avec leur côté plus cérébral, s'orienteront plus vers des métiers artistiques, peintres, écrivains, etc. Ou alors dans la recherche, universitaire, archivage, conservatoire, and so forth. Quant aux Serpentards, leurs capacités de planification et d'ingéniosité leur permettront par exemple de devenir de bons chefs d'entreprise ou des personnalités politiques. À noter que ces exemples ne sont pas absolus. C'est pour se donner une idée d'orientation par rapport aux caractéristiques primaires des maisons. Il peut y avoir parfaitement, au sein d'une même branche de métier, une belle diversité de maisons. Par exemple, j'ai fait mes études dans une branche scientifique et même si on est censé être dans un domaine typé Serre d'Aigle, il y a au sein même de ma promotion une bonne diversité Serpentard, Poufsouffle et un peu Gryffondor. Et deuxièmement, aussi dans le sens inverse, chaque maison a besoin l'une de l'autre. Je m'explique. Prenons le cas d'un groupe de personnes voulant former une entreprise. On pourrait se dire que dans l'idéal, la bienveillance naturelle des Poufsouffles suffirait à créer une atmosphère paisible nécessaire à la productivité du travail. Donc il ne faudrait que des Poufsouffles dans l'entreprise. Je rappelle que l'on parle d'archétype de personnes. Sauf que dans le cas où on se confronte à la situation où un employé, pourtant très fidèle et apprécié dans l'entreprise, se retrouve dans une situation où la qualité de son travail ne suffit plus à permettre à l'entreprise de se gérer, il faudra à un moment donné prendre une décision. Et c'est dans ce genre de moment qu'un Serpentard aura beaucoup plus de facilité à le renvoyer si nécessaire qu'un Poufsouffle. Parce que pour lui, une entreprise se doit de continuer à prospérer pour qu'elle produise de la plus-value et cette plus-value permettra de payer le salaire des employés par exemple. De même, les qualités naturelles du Serpentard, à vouloir prendre le contrôle et diriger une équipe avec une bonne dextérité, permettra aux différents employés Poufsouffle d'exprimer tout leur savoir-faire
et leur attitude face au travail dans les meilleures conditions. De même, un service urgentiste géré par des serres d'aigle pourrait perdre en efficacité d'action, là où des Gryffondors auraient naturellement tendance à foncer pour régler une situation donnée. Et inversement, une meilleure étude du terrain d'action, en amassant et étudiant toutes les données de terrain par des serres d'aigle, pourrait éviter de disperser les Gryffondors inutilement. Chaque maison a à offrir aux autres. Et c'est ça le plus intéressant au final. S'envoyer des fions les uns aux autres, c'est marrant. Je vous jure. Si on regarde ça sous le prisme intra-relationnel, ça permet aux êtres humains de s'émouvoir, de réfléchir sur leur comportement qu'ils vont adopter dans l'immédiat, de favoriser tel ou tel trait. Au final, ça permet de faire vivre les individus. C'est d'apporter justement de l'intérêt dans le fait d'interagir avec autrui. Et si on regarde ça sous le prisme extra-relationnel, eh bien, ça permet de forger les individus. En effet, suivant tel ou tel dire ou tel comportement, les individus vont interagir entre eux de telle ou telle manière et la conséquence de celle-ci est qu'un effet va en subsister, aussi infime soit-il, mais il va être là. Et cet effet va avoir une conséquence nette sur la structure de l'individu. Il va soit adhérer, soit rejeter ou alors commencer à relativiser, mais c'est ça qui apporte de l'intérêt dans une dynamique sociale. Au final, il y aura cette normalisation, cet équilibrage naturel des gens qui va former une dynamique dans la société. Et on peut dire que, naturellement, les gens vont trouver de la place. Le réel danger pour nos sociétés, au final, et aussi pour faire un peu un parallélisme avec nos sociétés actuelles, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait tel ou tel trait de caractère, qu'il existe tel ou tel groupe d'individus ou alors de classe sociale, si on peut parler de ça comme ça, mais c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Le réel danger, au final, vient initialement de tout comportement et toute idéologie qui vient perturber justement cet équilibre naturel et qui permet aux sociétés d'être au final ce qu'elles sont. Des zones de dynamisme social permettant aux individus, quels qu'ils soient, d'avoir une importance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'avais dit auparavant, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, la partager. Et si jamais vous voulez louer les aptitudes exceptionnelles de votre maison, l'espace commentaire est fait pour vous. Toujours en restant courtois et civilisé, ça va de soi. Aussi, petit instant pour vous dire que je ne fais pas uniquement que des réflexions lambda sur des sujets divers et variés. Je fais aussi des playlists où je donne mon avis et je réagis à des sujets d'actualité. Et j'ai aussi une playlist dans laquelle je donne des conseils sur à peu près tout et n'importe quoi, si tant est que j'ai une quelconque crédibilité. Dans le doute, ça parlera peut-être à quelqu'un. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Nous avons parié, mon père et moi. Je ne crois pas que tu tiendras 10 minutes dans ce tournoi. Il n'est pas d'accord. Lui croit que tu ne tiendras pas 5. Je me fiche éperdument de ce que pense ton père, Malfoy. Hey! Il est vil et cruel, et toi tu es pathétique.